Nous sommes le mardi 11 novembre. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bon début de journée. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Attention, ce matin, si vous devez vous déplacer, ça va peut-être être un peu plus lent qu'à l'habitude. Vous allez voir une bonne couche de neige, ce qui est tombé au cours des dernières heures. Je sais que dans certaines régions, ça avait déjà commencé, même avant hier. Mais là, vous allez peut-être être confronté à des déplacements plus difficiles. Ce matin, on va faire le tour des prévisions et de ce qui nous est tombé dessus. D'ailleurs, il y a pas mal de pannes électriques rapportées au Québec. Hydro-Québec recense environ 360 000 adresses sans électricité ce matin. Alors, c'est peut-être le cas chez vous. Peut-être un petit peu plus froid au lever ce matin. Julie Jasmine, je vous entends rire. J'ai l'impression que c'est le cas chez vous. Ça a été vécu. C'est ce qui m'a réveillé, petite fraîcheur de la nuit. Bon. Voyons, quelle heure est-il? Ah, je ne vois pas l'heure sur mon cadran. Tiens. Alors, vous n'êtes pas la seule, Alors, oui, en ce mardi 11 novembre, bien sûr, jour du souvenir, il y aura cette cérémonie, entre autres à Ottawa, évidemment, mais un peu partout au pays, dans différentes villes. On va souligner ce jour du souvenir en ce 11 novembre. C'est ce qui va, entre autres, marquer l'actualité. Puis Jean-Philippe Robillard sera avec nous plus tard pour ce bilan, justement, des pannes et des conséquences de cette neige lourde, très, très mouillée qui nous est tombée dessus. Véronique, bonjour d'abord. Bonjour. Oui, est-ce qu'on a une idée à cette heure-ci combien de centimètres nous sont tombés dessus? Bien, beaucoup. Oui, de centimètres. pas mal, hein? 10, 20 cm, 19 au centre-ville, 20 cm centre-ville de Montréal, 8 cm du côté de l'aéroport, 19 cm Saint-Hubert sur la rive sud. Puis c'est lourd. C'est lourd et ça a comme croûté, je dirais, parce que ça a commencé, c'était autour de 0, -1, et là, les températures ont chuté à près de -2 avec le vent. Donc, neige lourde qui est vraiment bien ancrée là ce matin. 10-20 cm en général, là, c'est la fourchette sur le sud du Québec ce matin. Il y aura des chiffres officiels vers 6 heures, mais 10 à 20 cm, vraiment, c'est ce qui vous attend là, quand vous allez sortir à l'extérieur. Il y a du vent aussi. On ajoute à ça aujourd'hui. Il y en a d'autres petites neiges à venir en cours de journée. Bon, pas des masses aujourd'hui, mais attendez-vous à passer une journée à saveur d'hiver. C'est d'ailleurs la journée la plus froide cette semaine. On va revenir avec les prévisions de la météo et ce qui nous attend dans les prochains jours. Oui, j'ai d'autres choses pour vous. Oui, vous avez d'autres nouvelles pour nous. Julie Jasmine, on va faire ensemble le tour des actualités culturelles et puis vous allez nous parler un peu plus tard à l'émission du gouvernement du Québec qui a donné ou annoncé ses récipiendaires pour les prix du Québec. Oui. Et Céline Galipeau de Radio-Canada en fait notre partie. collègue, chef d'antenne du 22h, Céline Galipeau, elle devient la première femme à remporter 2 prix du Québec. Elle en avait déjà remporté un en 2021. Oui. Alors, ce sont des prix vraiment en culture et en sciences. C'est la plus haute distinction, je le disais. Il y aura un grand gala. Et je me permets, comme il y a de la neige, je me disais, quand est-ce que je leur parle de Noël? Soit de la musique de Noël, la programmation de Noël. Je me disais, tiens, là, il y a de la neige. Fait qu'on va aller un peu vers ça aussi parce que ciné-cadeau, j'ai reçu un courriel hier à l'attention de Mathieu Bellumeur. La programmation est annoncée. Ah oui, à mon attention. Peut-être plus mes enfants. Non, mais c'est parce que je sais que vous êtes nostalgique puis vous avez donc aimé ça. Et que j'ai écouté ça. Ah, que j'ai aimé ça. J'ai écouté ça beaucoup. Ça a marqué l'enfance de bien des gens, vraiment. Je pense, de ma génération. Parfait, vous ferez le tour de cette programmation-là tantôt. Je vais me tourner tout de suite vers Olivier Pellerin au sport. Salut, Olivier. Bonjour. Au tennis, d'abord, Félix Auger-Aliassime, lui, s'est incliné lors du premier duel du tournoi contre Yannick Sinner. C'était toute une commande quand même pour Félix Auger-Aliassime d'entrée de jeu au final de l'ATP. Félix Auger-Aliassime qui a été importuné par des blessures, c'est ce qui l'a forcé d'ailleurs à rester à l'écart pour le dernier tournoi de la saison auquel il était inscrit, a décidé de passer et de regarder Lorenzo Musetti jouer son sort pour sa participation au final de l'ATP et donc arrive à Turin avec ce tournoi et manifestement hier, ses pépins l'ont rattrapé un peu. Il a disputé une bonne première manche, c'est Yannick Sinner qui l'a emporté 7-5 et au deuxième engagement, là, ça a été vraiment compliqué, a fait appel aux soigneurs à maintes reprises. Blessé au genou, les douleurs étaient encore présentes, il a perdu la deuxième manche 6-1.
Peut-être un gros point d'interrogation là, quant à la suite de ce tournoi, parce que manifestement, physiquement, là, il ne sera pas d'attaque nécessairement pour aller chercher les honneurs de ce tournoi-là. Ça, c'est un peu décevant, mais quand même, est-ce qu'il va s'accrocher? Ça, c'est la grosse question. Ce sera à surveiller au cours de ce tournoi et au cours des prochains jours. Quelle sera la décision de Félix Auger-Aliassime? Tout se met en place tranquillement cette semaine pour la Coupe Grey qui aura lieu à Winnipeg. Les Alouettes sont arrivés sur place et là, il y avait des questions quant à la présence du quart arrière Davis Alexander lors du coup d'envoi de cette Coupe Grey de dimanche. En fait, on se demande dans quel état de santé il sera présent. Okay. Il se présentera donc à ce match à la fin de la rencontre de finale de l'Est remportée par les Alouettes. On l'a vu durant la rencontre, là, se toucher l'ischio-jambier. On sait que ça l'a tenu à l'écart du jeu pendant plusieurs semaines cette saison. Et ça n'a pas servi d'ailleurs les Alouettes de Montréal qui ont connu leurs difficultés en l'absence de Davis Alexander. Et donc, dès la fin du match, il avait dit « Ce n'est pas la même blessure que j'ai subie cette année, c'est pas la même douleur. » Donc, il n'y a aucune raison que je ne sois pas là, puis il va falloir être vraiment convaincant pour me tenir hors du jeu. Donc là, tout le monde est arrivé à Winnipeg et hier, Jason Moss et Davis Alexander ont confirmé que les tests sont positifs. Il sera à son poste comme partant. Cependant, est-ce qu'on aura à ajuster les patrons de jeu pour peut-être limiter les déplacements de Davis Alexander? On sait que ça fait partie de son jeu. C'est un corps arrière très mobile aussi qui n'hésite pas à utiliser ses jambes pour aller gagner des verges. Est-ce que ça va peut-être le limiter dans le match? Peut-être. Ça, ce sera à confirmer, mais là, on entre dans la semaine, justement, qui mènera à la Coupe Grey. Donc, on aura droit à toutes ces conférences de presse et Davis Alexander a aussi une semaine pour travailler sur cette cuisse, tenter d'être à son meilleur et permettre aux Alouettes d'aller chercher une deuxième Coupe Grey en 3 ans. Donc, ça sera à surveiller cette semaine. Puis, viendront tous les extraits et les conférences de presse aussi avec les joueurs des deux équipes. On s'y prépare tranquillement. C'était cérémonie d'intronisation hier à Montréal comme à Toronto. À Toronto, c'était pour le Temple de la renommée du hockey. Oui. Hier, c'était pour le Panthéon des sports du Québec. C'était à Montréal que se déroulait l'événement. Plusieurs athlètes de renom, Jennifer Abel, Laurent Duvernay-Tardif, Christine Girard, qui ont tous brillé, soit en plongeon, en football ou en haltérophilie dans leur cas. Mais il y avait aussi des entraîneurs comme le très coloré Michel Bergeron qui fait son entrée au Temple de la renommée. Il l'a attendu très longtemps, cet appel. Il était bien heureux de célébrer hier. Honnêtement, là, ça fait une couple d'années, je commençais à penser si j'allais recevoir le fameux téléphone. Puis finalement, lorsque M. Gosselin m'a appelé cette semaine, le président du Panthéon, wow, j'ai dit finalement, ça arrive. Moi, je suis très fier. Bravo. Donc, l'ancien entraîneur des Nordiques, entre autres, bâtisseur, nommé comme bâtisseur. Et il y a aussi Paul Loud qui a fait son entrée au Temple de la renommée à titre posthume, bien sûr. Donc, une belle soirée de célébration. En plus de celle à Toronto, on a parlé de Danielle Sauvageau qui est devenue officiellement hier la première bâtisseuse à faire son entrée au Temple de la renommée du hockey à Toronto. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Alors, Véronique, je reviens à vous pour les détails de la météo. Ce qui nous blanc. attend. C'est tout blanc? Ah oui, c'est tout blanc. C'est tout blanc. C'est lourd ce matin. aussi à pelleter, attention. C'est lourd, mais elle fondra. Hein, si jamais ça vous tente vraiment pas de la tasser. OK, mais elle va fondre quand? C'est ça l'affaire. Oui, bien, pas tout de suite. Pas aujourd'hui. Faut quand même monter puis descendre les marches. Voilà. Fait que j'irai avec une petite pelle, moi. OK. Aujourd'hui, ça reste autour de -2, -3 quand même avec le vent. Journée à saveur d'hiver. Il y en aura d'autres, des averses de neige. Ça pourrait donner un 2 à 4 cm, peut-être 5 localement vers l'Estrie, secteur des Laurentides, la Naudière, Québec. Les vents seront encore présents ce soir. Les flocons s'estompent là, parce que c'est pas continu aujourd'hui. Hein? Ça tombe, ça arrête. Bon, principalement là en avant-midi, mais bon, disons que c'est une journée hivernale. La nuit prochaine, on est légèrement sous zéro aussi, -1, -3 degrés. Donc, les températures sont assez stables ou même remontent un peu. Et demain, on refranchit le cap du point de congélation. Alors, 0-2 degrés demain, mais ça reste gris. Ça traîne un peu, cette grisaille-là. Mercredi, jeudi, on aura d'autres précipitations demain, mais sous forme de neige fondante, pluie. Alors, pour ce qui est des accumulations, peut-être 1 centimètre ou 2, là, mais ça sera mouillé, ça va s'écraser en touchant le sol. Quand est-ce qu'on verra le soleil? J'entends déjà la question. Vendredi? Vendredi, samedi, 2 journées quand même clémentes avant l'arrivée d'une autre perturbation dimanche. On la surveillera parce que pour l'instant, il semble y avoir un mélange de précipitations dans ça. Donc, à surveiller pour la journée de dimanche. Mais d'ici là, habillez-vous chaudement ce matin. Trouvez votre balai à neige, votre pelle. Ça va vous être utile pour la matinée. Du côté de l'Abitibi, on en aura aussi des averses de neige assez dispersées, mais quand même, les vents sont du nord-ouest. Les températures
grimperont pas plus que moins 1 degré. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, ça se poursuit, un 5 à 10 supplémentaire jusqu'à ce soir. Là aussi, c'est venteux. On demeurera légèrement sous zéro. Là où c'est plus doux, étrangement, c'est dans l'est du Québec. Il fait 13 à Gaspé en ce moment. 13 à Gaspé, 5 sur la Côte-Nord du côté de Sept-Îles, donc sous forme de pluie, oui. Venteux aussi. Le mercure sera à la baisse en fin de journée. On sera sous zéro la nuit prochaine. Vers le Bas-Saint-Laurent, c'est un mélange pluie-neige. On reste autour d'1 degré aussi pour aujourd'hui. Donc, étrangement, la douceur est là dans l'est du Québec. En territoire ontarien, positif aussi comme régime, 2 à 4 degrés. Surtout nuageux, mélange pluie-neige pour les régions plus au nord. On aura quelques averses de neige du côté d'Ottawa. On maintient les températures près du point de congélation. Ça reste nuageux à Vancouver, autour de 11. Et le beau temps et la douceur se poursuivent en Alberta. Edmonton, Calgary, 9 à 12 degrés sous le soleil. Il y a du 15 à l'horizon pour demain. Le sud de la Saskatchewan aussi, autour de 7 degrés. C'est au-dessus des normales pour cette période-ci de l'année. Ciel variable dans ça et surtout nuageux sur le sud du Manitoba. Mais les températures sont positives autour de 5 degrés. Alors, douceur dans l'ouest, douceur dans l'est du Québec et c'est l'hiver sur la portion sud et centre ce matin. Bon hiver. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. À la une des différents quotidiens de ce matin, je commence par le Journal de Montréal. Loi demain pour la fin du chaos, titre le journal. Québec perd patience avec les syndiqués de la STM. Québec en a assez des grèves, peut-on lire. Le journaliste Marc-André Gagnon du bureau parlementaire du Journal de Montréal qui écrit que le ministre Jean Boulet demande la collaboration des autres partis à l'Assemblée nationale pour lui donner, dès demain, le pouvoir de mettre fin au chaos qui perdure depuis une dizaine de jours à Montréal en raison de la grève de la Société de transport de Montréal. C'est ce que le bureau parlementaire du journal a appris. Dans le fond, le ministre du Travail veut faire adopter de façon accélérée demain sa pièce législative qui va permettre de devancer donc l'application de la loi 14 qui limite le droit de grève en élargissant la notion de service essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de perturbation, mais si on élargit la notion de service essentiel, est-ce qu'on pourrait éviter, par exemple, une grève des chauffeurs et des opérateurs de métro en fin de semaine, ce qui paralyserait absolument le transport en commun partout dans la métropole québécoise. Ceci dit, M. Boulet dit vouloir la collaboration des partis d'opposition, ne veut pas adopter cette loi sous bâillon. On sait déjà que Québec solidaire s'oppose à cette loi, refuse de devancer son application. Au Parti libéral, selon le Journal de Montréal, on se dit parlable, entre guillemets. Et donc, est-ce que ça pourrait, donc, dès demain, cette loi être devancée? On verra, mais c'est ce que nous dit le Journal de Montréal ce matin. C'est l'intention du ministre Jean Boulet. En une du Devoir, Legault reporte la transition énergétique de 4 ans. Donc, on revient sur cette présentation de la vision économique du premier ministre du Québec, François Legault. Pas question d'utiliser les surplus du Fonds vert pour faire baisser l'impôt ou le prix de l'essence, affirme le premier ministre du Québec, qui ne s'en cache pas. La transition énergétique du Québec à l'ère post-Trump, c'est reporté dans le temps parce que, évidemment, c'est plus difficile avec cette présidence américaine d'avoir des initiatives de transition énergétique. On le voit avec la filière batterie, qui prend d'ailleurs très peu de place dans cette nouvelle vision économique qui a été présentée par le gouvernement du Québec hier. Donc, c'est à lire en une du Devoir. Dans la presse de ce matin, au volant avec un permis suspendu, on revient sur les camionneurs parfois dangereux sur nos routes. Les autorités ont remis 4800 contraventions depuis 10 ans à des chauffeurs qui conduisaient leur poids lourd avec un permis suspendu ou révoqué. C'est ce que révèle une analyse de centaines de décisions de la Commission des transports menée par la presse. Donc, c'est un dossier de Tristan Péloquin. Donc, la Commission des transports qui est aussi aux prises avec des délais anormalement longs. Vous pourrez lire ce dossier dans la presse. Et puis, dans plusieurs quotidiens, on présente des entrevues et c'est en une du Globe and Mail avec des vétérans, de moins en moins nombreux, vétérans de la Seconde Guerre mondiale. En ce jour du souvenir, donc, le Globe and Mail qui nous présente une entrevue aujourd'hui en sa une avec Elmer Friesen, qui est âgé de 103 ans. Et on peut lire en une « We had to do our part ». On devait faire notre part donc, dans ce conflit. Il y a aussi un entretien avec un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, en une du site de Radio-Canada. 102 ans et des souvenirs intacts de la Seconde Guerre mondiale. À lire donc sur notre site ce matin.
Jean-Philippe Robillard se joint à nous maintenant. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors on va revenir sur cette neige très lourde qui est tombée au cours des dernières heures et il y a plusieurs pannes électriques en ce moment un peu partout dans différentes régions du Québec. Oui, il y a plus de 360 000 foyers qui sont actuellement privés de courant. Une grande partie d'entre eux, Mathieu, c'est en Montérégie sur la Rive-Sud où il y a 117 000 résidences là, qui sont sans électricité ce matin. Mais évidemment, vous comprenez que les chiffres bougent, ça augmente, ça baisse, là, parce qu'il y a des équipes d'Hydro-Québec là, qui sont bien sûr sur le terrain. La région de Lanaudière sur la Rive-Nord aussi est touchée. Il y a 78 000 abonnés qui sont privés de courant. En Montréal, c'est près de 40 000. Il y a également des pannes, Mathieu, dans les Laurentides, à Laval, c'était 20 000 tantôt approximativement. Des pannes également dans le centre du Québec, tout comme au Saguenay où on en compte près de 30 000. Je viens tout juste de parler avec la porte-parole d'Hydro-Québec, Paul Veilleux-Turcotte, qui affirme, Mathieu, que c'est la grande quantité de neige qui est tombée qui affecte le réseau. Elle nous explique pourquoi. On parle en fait là, d'une neige là, qui est très lourde, là, qui est tombée tôt dans la saison, alors que les arbres ont encore leurs feuilles. Là, donc, ça explique en grande partie là, le nombre de pannes élevées là, qu'on constate là, tôt mardi matin. En fait, là, le poids combiné de la neige et des feuilles mouillées là, vient fragiliser les branches qui brisent, qui viennent entrer en contact là, avec notre réseau. Et habituellement, là, ces bordées-là se reviennent 3 à 4 semaines là, plus tard dans la saison. Donc, c'est vraiment la neige lourde là, qui cause des pannes ce matin. Oui, c'est intéressant et surprenant également. À l'heure actuelle, là, il y a une 50aine d'équipes d'Hydro-Québec là, qui sont sur le terrain pour tenter de rétablir le service. Là. Et il y en a bien sûr d'autres équipes là, qui vont s'ajouter aujourd'hui. Bon, routine du matin peut-être chamboulée pour certains. Ce ne sera peut-être pas évident non plus les déplacements sur les routes. Oui, on l'a vu ce matin en venant au travail. La chaussée, elle est enneigée à plusieurs endroits. Il faut donc redoubler de prudence. Il faut adapter bien sûr sa conduite. On peut s'attendre à une heure de pointe qui sera difficile, à des sorties de route également, alors qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui n'ont pas encore leurs pneus d'hiver. Les garages sont débordés. On écoute quelques automobilistes que nous avons rencontrés hier. Pas encore, mais j'ai mon rendez-vous vendredi pour aller les mettre. Ça glisse. Ça glisse vraiment. Il faut les mettre. Et on va les mettre. Avec les changements climatiques et tout, c'est difficile de savoir quand est-ce que ça va arriver. Alors oui, cet intervenant parlait de changement climatique, de réchauffement climatique. Et évidemment, de la neige au mois de novembre, on est habitué. Il y en a, c'est peut-être un peu plus tôt qu'à la normale. C'est pas un événement extrême. C'est pas un événement extrême, mais des événements extrêmes, par contre, il y en a de plus en plus et ça vient affecter les villes canadiennes. Oui. Selon un rapport de la firme américaine First Street, les feux de forêt, les inondations, les ouragans et tous les autres événements climatiques, ça risque de mettre à rude épreuve les économies locales ici au pays. Entre autres, au Canada, c'est Winnipeg qui sera particulièrement vulnérable. Son économie, Mathieu, pourrait reculer face à des catastrophes naturelles qui sont toujours plus nombreuses et plus coûteuses, et ce, dès 2055. Et ça, c'est selon un nouvel indice qui mesure la résilience climatique. Il y a aussi d'autres villes qui pourraient être touchées, par exemple comme Montréal, Calgary ou Vancouver, qui seront ces villes-là, selon le rapport, suffisamment résilientes pour compenser ces aléas, du moins jusqu'à la fin du siècle. C'est ce que révèle le rapport. Mais ce nouvel indice, il faut quand même mentionner, ne tient pas compte des politiques qui pourraient éventuellement être mises en place dans le futur pour tenter de contrer ces phénomènes-là. Le réchauffement climatique menace la prospérité des villes canadiennes. C'est en une de notre site Internet, texte de notre collègue Lauriane Croteau. Merci pour ce résumé, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Julie Jasmin est de retour en studio. Alors, revenons, sur ces prix du Québec 2025. Notre collègue Céline Galipo qui fait partie des lauréats. Félicitations, bien sûr, à notre collègue qui est la chef d'antenne du téléjournal 22h. On parle donc de plus haute distinction en culture et en sciences. C'est un grand total de 19 prix, mais précisément pour la culture, c'est 10 au total. Et cette année, France Castel, elle, est décorée de la distinction Guy Moffett. Donc, c'est pour sa contribution remarquable à la radio, à la télévision ou dans les médias numériques ou traditionnels.
Chloé Sainte-Marie se voit décerner le prix Denise Pelletier. Donc, ça, c'est en art d'interprétation. Et l'artiste multidisciplinaire, elle s'appelle Nadia Mir. Elle fait partie de la communauté Kitigan Zibi en Outaouais. D'ailleurs, ses travaux ont été exposés au Musée des Beaux-Arts du Canada là, durant l'été, des œuvres de perlage magnifiques. Elle, on lui remet le prix Paul-Émile Bordua en art visuel. Et je termine avec la scénariste et réalisatrice indépendante Hélène Doyle. Un prix en cinéma, c'est le prix Albert Tessier. Et vous avez la liste complète là, sur notre site Radio-Canada Art notamment. Et tout ça, évidemment, on va leur remettre ces récompenses le 25 novembre prochain dans un grand gala, une grande cérémonie au Musée des Beaux-Arts du Québec. Parlons maintenant de littérature. The winner of the 2025 Booker Prize is Flesh. Flesh, donc, le Booker Prize, ce prestigieux prix littéraire qui récompense des œuvres de fiction en anglais, a été remis à un auteur qui est né à Montréal. Oui, c'est ça. Il s'appelle David Soloy. Il est né à Montréal, mère canadienne, père hongrois, qui a déménagé à l'âge d'1 an en Angleterre. Donc, on le présente généralement comme britannico-hongrois. Flesh, c'est son 6e roman qui raconte la vie d'un jeune homme qui gravit les échelons socio-économiques de l'Angleterre après avoir servi en Irak. Donc, ça a été remis hier soir à Londres avec une bourse de... Ça donne à peu près 90 000 $ canadiens quand même. Et son œuvre a été sélectionnée parmi 153 romans. Alors, David Soloy, voilà, qui est né à Montréal. Vous le disiez au début de l'émission, vous profitez de la première neige pour nous parler de ce qui s'en vient pour le temps des fêtes. Ciné Cadeau qui a dévoilé sa programmation. J'espère qu'il y a un, Astérix quelque part là-dedans. Mettez-en. Oh, J'ai vu ça et je l'ai surligné à gros traits. Alors, puis là, c'était dès le 5 décembre. Vous pouvez encercler cette date-là sur le calendrier pendant 31 jours, bien sûr. Et là, vous entendez en sourdine, voyez-vous, Mathieu, le cadeau vert se déballer, le ruban rouge. J'ai l'image. Alors, le premier film qui va lancer Ciné Cadeau cette année, c'est Fanny de Yann Englund, d'après un scénario de Stéphanie Lapointe. Et bien sûr, on parlait d'Astérix Obélix, les Dalton, Pat Patrouille, les Schtroumpfs. Il y aura des nouveautés aussi, Paddington 2, entre autres. Et il y a une offre québécoise. On ajoute de plus en plus de films québécois comme Coco Ferme. Il y aura La Guerre des Tucs, évidemment, c'est un incontournable. Et même pour les adultes, je pense à Cruising Bar, Café de Flore ou encore Le déclin de l'Empire américain. Donc, il y en a pour les petits et les grands. Il y en a pour tous les goûts. Oui. Parlons maintenant de Guess Who qui annonce une tournée canadienne pour 2026, la première en 23 ans. Oui, c'est ça, c'est avec Burton Cummings et Randy Bachman. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent dorénavant, les deux cofondateurs du groupe, utiliser le nom officiel de Guess Who. C'est-à-dire qu'ils ont acquis les droits de la marque déposée associée. C'était au terme d'un grand litige, une bataille judiciaire avec les autres membres du groupe qui utilisaient le nom. Alors, ça s'est réglé il y a 1 an, ce litige-là. Donc, Burton Cummings et Randy Bachman pourront dorénavant se présenter comme de Guess Who sur scène. Et ça va commencer la tournée canadienne le 26 mai à Moncton. Ils arrêteront à Laval le 29 mai, donc Place Belle. Mais aussi pour les gens d'Ottawa, là, dans le cadre du Blues Fest le 19 juillet prochain. Et les billets seront en vente ce vendredi. Alors voilà. Puis évidemment, cette chanson iconique que vous entendez fait partie de leur discographie, These Eyes et un paquet d'autres succès. Groupe évidemment qui s'est formé en 1965, mais qui s'est séparé. Mais ça n'a pas empêché de Bachman et Cummings de poursuivre leurs activités ensemble et séparés. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Voilà pour cette édition de la Une. Bon début de journée. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les toutes prochaines secondes. Quant à moi, je vous retrouve dans les radios-journaux du matin. Tiens, puis pourquoi pas se laisser avec les Guess Who ce matin. Allez, bonne journée.